Salut Jocaris, ça va? Ça va, Tu ça va, t'appelles super. Marc Jocaris, Ce que tu veux. c'est comme moi, t'as plusieurs blazes. Ouais. En fait, en général, c'est Marc, c'est mes parents, les anciens profs, tu vois, quand je me fais engueuler. Marco, c'est les potes. Jocaris, c'est ceux qui suivent la chaîne de très loin. Et les viewers, quand je sais qu'ils sont proches de la chaîne, ils m'appellent Jocar quand ils me reconnaissent. D'accord. Tu vois, donc, voilà. T'as plusieurs- Trop drôle. Écoute, je suis ravi de te recevoir. C'est vrai que c'est assez drôle quand on tape Jocaris Marc Le Sage. On a donc Le Sage Moretti, je devrais dire d'ailleurs en entier. On a le premier lien qui pop, c'est Les Échos, l'ex-banquier de Goldman Sachs devenu youtubeur. Ça claque quand même, c'est pas mal. ça. Hein. Ça a bien marché. Écoute, moi, en fait, c'est assez marrant. Je me suis fait connaître du jour au lendemain. Tu vois, que je quitte Goldman après 7 ans à bosser là-bas en me disant je vais m'intéresser à la créateur économie, tu vois, donc l'industrie de la création de contenu. Et en fait, les gens ne le savent pas, mais le berceau un peu de la créateur économie, c'est les jeux vidéo, tu vois, les Squeezie, les Inoxtag, tout ça, ils ont commencé dans les jeux vidéo, tu vois. Et Presque donc, tous. quasiment tous. Ouais. Et donc, enfin pas toi, tu vois, mais donc voilà, donc je me lance dans les jeux vidéo sur un jeu qui s'appelle League of Legends, qui est hyper compétitif. Il y a 125 millions de joueurs dans le monde, et je me dis, je veux prouver qu'un papy comme moi, tu vois, j'ai 31 ans, c'est très vieux dans les jeux vidéo, faut savoir, les réflexes dans le cerveau humain commencent à baisser à partir de 20 ans et tout. Et je voulais prouver que je pouvais atteindre un niveau semi-pro dans les jeux vidéo. Et donc je me fais coacher par un ancien joueur professionnel, 12 heures par jour, 6 jours sur 7, et puis bon bref, au bout de 3 mois, j'atteins ce niveau-là. Et en fait, tu vois, c'est là que pour le personal branding, c'est intéressant. Qu'est-ce qui m'a fait me faire connaître du jour au lendemain? C'est que sur mon LinkedIn, il y avait marqué ancien vice-président Goldman Sachs, devenu master sur League of Legends. Énorme. Et tu vois, et ça, il y en avait qu'un en France, peut-être qu'un dans le monde, tu vois. Et donc j'ai trouvé le petit truc qui était unique et qui a fait que ça a décollé, quoi. C'est assez fou parce qu'il y a quand même quelques personnes que je connais, notamment quelqu'un qui était plus dans un fonds d'investissement, mais qui a tout arrêté pour se mettre pareil à fond, que j'ai rencontré, avec qui j'ai dîné il n'y a pas longtemps. Okay. Je sais plus sur quel jeu il s'est mis, mais il allait faire un tournoi au Japon. Enfin, et comme tu le dis, quoi, il se faisait coacher tous les jours, il avait un coaching, il a investi là-dedans pour devenir super fort en jeux vidéo. Quoi. Ouais. Mais donc il y a des sommes astronomiques. Si des gens comme vous se mettent à faire ça là-dedans, c'est qu'il y a un hack, il y a un truc où tu te dis finalement, par rapport au nombre de personnes qui jouent et le temps que je dois y investir, il y a beaucoup à gagner, ou c'est juste Alors, du fun? Moi, c'était différent, tu vois. Moi, je pense que, comme pas mal de gens qui ont été attirés par la banque, à la base, j'étais hyper intéressé par les challenges intellectuels, les trucs logiques, mathématiques et tout ça. Ouais. Et comme pas mal de gens, je pense que j'ai été très déçu, tu vois. C'est passionnant les 2-3 premières années, mais après, quand ça fait 5 ans, 7 ans que tu fais toujours la même chose, tu vois, bah, t'es plus trop challengé, quoi. Donc moi, c'était vraiment... Putain, je m'étais dit, ouais, je suis venu là-dedans parce que justement, de base, j'aimais bien les jeux vidéo et la salle de marché, je voyais ça comme un grand jeu vidéo assez excitant avec de l'adrénaline et tout ça. Et ça l'était pas. Et donc, je suis allé vers les jeux vidéo en me disant, ça va être challengeant intellectuellement. Et c'est prouvé, hein, t'as pas mal d'études de quotient intellectuel des joueurs pro, tu vois, où on voit qu'ils ont des chiffres astronomiques qu'on n'a jamais vus. Parce que ouais, c'est très challengeant, c'est très très excitant pour ceux qui aiment bien ça. Je sais pas si t'aimes bien les jeux de stratégie, Seven Wonders, tout ça, si tu joues un peu à ça, ou au bridge, ou au truc où il y a ou aux échecs, au truc où il y a plein de possibilités, tu vois. Bah, les jeux vidéo, c'est un peu pareil. Ouais. Je joue aux échecs avec mon fils de 10 ans, donc ça reste encore... Okay. Et il commence à progresser, il commence à me challenger un peu, mais ça reste encore limité. Non, c'est le temps à investir que j'arrive pas à trouver là-dedans. Tu vois, quand t'as des enfants et tout, et que t'es entrepreneur, c'est quelque chose. Marc, on n'est pas là pour parler de jeux vidéo, même pas tant pour parler de YouTube, même si tu vois, tu connais Romain Laneri, non? Je l'ai reçu récemment, justement. On a fait un épisode sur la Creators Economy, qui pour moi est quand même un edge que beaucoup sous-estiment en termes de martingale, c'est-à-dire d'investissement de temps là. Et je recommande vraiment à tous ceux qui l'ont pas écouté de l'écouter, parce que en fait, beaucoup de gens se disent c'est pour les autres. Et toi, tu as quand même choisi un moment de passer de Goldman à YouTuber, c'est pas un hasard non plus, quoi. Ouais, moi, de base, mon pari, c'était la créateur économie, ça va décoller. Et pour le moment, je suis pas déçu, tu vois, depuis que je me suis lancé. J'ai pendant longtemps cherché, tu vois, au début, j'étais sur les jeux vidéo pour comprendre cette industrie. C'est pour ça que j'ai voulu être créateur de contenu, j'y reviendrai, mais j'avais pas mal d'argent de côté, je pouvais prendre des risques et me dire, voilà, c'est comme ça que je vais comprendre le mieux la créateur économie, les algorithmes et tous les business models. Hein, c'est un gros truc de la créateur économie, il y a quasiment autant de business models que de créateurs de contenu. J'exagère, hein, mais il y en a plein, tu vois. Mon associé là était à South by Southwest, là, qui est un gros événement à Austin au Texas là, et on il va me aller disait, l'année prochaine, tu vois, il y avait une avocate qui défend un peu les créateurs de contenu, qui les aide à développer leur business model, et qui expliquait, je trouve son analyse assez intéressante. Elle disait,
un créateur de niveau 1, tu vois, son business model, c'est les revenus des plateformes. Créateur de niveau 2, il a des sponsors en plus des revenus des plateformes. De niveau 3, il a réussi à faire le business model qu'on appelle Media-led Company, c'est-à-dire il a son média, en fait, sa chaîne YouTube, par exemple, et il a monté un business autour, tu vois. Et de niveau 4, il a monté plein de business qui sont en synergie autour de ça, tu vois. Je pense que toi, tu es un créateur niveau 4. Mais, je suis pas, c'est ce que je suis en train de me dire, ok, ouais. Et voilà, et donc je trouve ça hyper intéressant, et ouais, la créateur économie fascinant, ça se développe à fond. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec 2 associés de monter, tu vois, l'événement de la créateur économie en France, la Paris Creator Week. On a des ambitions européennes pour l'année prochaine, mondiales pour l'année d'après, et on pense que c'était une bonne manière de s'indexer au développement de cette économie. Les chiffres sont hallucinants, hein. C'est une croissance de 25% par an, c'est déjà un marché de 6,8 milliards en France, là. Ça crée de manière indirecte 1 500 000 emplois. Alors, c'est pas énorme, hein. Tu te dis, 30 millions d'actifs en France, ça fait une personne sur 20. Mais en fait, si tu réfléchis à tous les constructeurs de hardware, de caméras, tu vois, d'écrans, de micros, tous les constructeurs, tous ceux qui font des softwares, les logiciels d'édition, tous les services juridiques sur la propriété intellectuelle. Les services marketing qui maintenant travaillent vraiment beaucoup plus là-dessus, dans les grandes entreprises, etc. Exactement. En fait, toutes les plateformes, tu vois, YouTube, c'est la pépite de Google aujourd'hui, tu vois. Donc, ouais, en fait, c'est vraisemblable. Tu as 1 500 000 et c'est vraiment créateur économie au sens large avec l'industrie du cinéma, enfin vraiment toute la création de contenu. Tu vois. Donc ouais, c'est un gros écosystème. Je te dis 6,8 milliards, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, c'est juste les revenus des créateurs de contenu. Je prends pas en compte les revenus des plateformes, tout ça, tu vois. YouTube déclare, je crois que c'était 30 milliards de dollars de revenus l'année dernière, donc ça, c'est pas pris en compte dans l'étude, tu vois. Donc voilà, c'est un gros truc et une croissance de 25% par an, ça fait que ça va vraiment exploser. Ça va être, tu vois, ça va faire 50 milliards dans 10 ans. Voilà, ce qui est la taille, 50 milliards de revenus, pour que j'en se rende compte. BNP Paribas, ils ont 40 milliards de produits nets bancaires, ils embauchent 200 000 collaborateurs dans le monde, tu vois. Donc on parle d'une industrie de cette taille-là, quoi, tu vois, si c'est comparable. Là, tu parles que de YouTube. Là, je parle juste des revenus des créateurs de contenu, tu vois, qui est peut-être 5% de la créateur économie, tu vois. C'est clair. J'en capte déjà la moitié, moi. Tu vois, c'est 25 milliards, c'est ça, bientôt. On n'est pas là pour parler de ça non plus, mais c'est intéressant, ces intros, et en effet, de voir un peu tes différents edges là-dessus. Toi, tu viens d'un métier, donc je le disais, ancien trader. On parlait de Goldman, tu es passé chez BNP aussi. Tu étais pas mal sur les produits structurés. Alors là, la source, tu vas me raconter un peu comment ça s'est passé, mais la source de cet épisode, je vais trouver d'ailleurs la personne qui me l'a dit, mais vient d'un épisode que j'ai fait il y a quelques mois, en janvier 2025, avec Nicolas Lefebvre de Club Funding, et un épisode qui était vraiment super intéressant sur les produits structurés. Et dans cet épisode, ça a intéressé beaucoup de monde, ça a fait réagir aussi certaines personnes. Il y en a qui vraiment qui ont adoré et qui... il y en a qui me disent oui, non, il y a quelques inexactitudes ou c'est différentes choses, tu devrais aller chercher des gens. Et puis on m'a dit tiens, Marc Le Sage-Moretti. Je fais oui, Marc, oui, évidemment, je le connais. Ouais. Et on avait bossé ensemble sur la Paris Creators Week un peu et tout. Et je me dis bah tiens, sympa, vas-y, on fait un épisode, etc. Et je voulais parler avec toi de tout ça, de comment tout ça fonctionne, de ta perception d'insider. T'as bossé combien de temps en salle de marché, toi ? Alors j'ai bossé 8 ans, j'ai fait 1 an chez BNP Paribas où j'étais structureur, tu vois, c'est-à-dire la personne qui construit les produits dérivés. Et ensuite chez Goldman, j'étais sales, donc j'étais vendeur pendant 7 ans, mais en fait au début de Goldman Sachs, on n'avait pas de structureur, tu vois, les produits exotiques, les produits structurés, tu vois, qui sont les produits les plus complexes en salle de marché. À l'époque où moi j'arrive sur le marché, en 2015, les leaders mondiaux des produits structurés, c'est Société Générale et BNP Paribas. Tu vois, c'est un truc vraiment franco-français, les produits structurés. On a des super ingénieurs, on a des polytechniciens et tout ça. Et donc voilà, c'est très franco-français. D'autant plus que les produits structurés, c'est des produits long terme, tu vois, souvent des produits 8-10 ans. Et donc, en fait, ça match hyper bien le système de l'assurance vie en France où tu vois, la défiscalisation est optimisée au bout de 8 ans. Tu vois, donc, c'est pour ça que c'est un truc très développé en France, mais c'est aussi des produits extrêmement margés. On va en parler. Et donc, ça commence à énerver les boîtes américaines à cette époque-là, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, qui disent on va peut-être investir un peu sur les produits structurés. Donc moi, au moment où j'arrive en 2015 chez Goldman, j'ai fait 1 an chez BNP en structuration, donc j'ai construit les produits dérivés pendant 1 an. Ce sont vraiment les stars du produit structuré, hein, ouais. BNP. Hein, à l'époque, c'était Société Générale, et Société Générale a énormément perdu en vitesse ces dernières années. Mais à l'époque, c'est vraiment Société Générale, tu vois, à l'époque, Carviel, tout ça, c'est vraiment les boss, tu vois, à ce moment-là. Et BNP, effectivement, maintenant, est complètement devant Société Générale, ouais, sur les produits structurés. Et Goldman a énormément monté. Hein. Depuis, moi, j'ai vu l'ascension de Goldman. J'ai vu, enfin, tu vois, il y avait un PNL qui était tout petit sur le desk et qui est énorme, tu vois. PNL, c'est Profit and Loss. Profit and Loss, ouais. Donc, c'est vraiment les revenus nets, enfin,
Ouais, c'est ça. C'est les revenus nets, exactement. C'est Mathieu Vessier de Ginger AM qui m'a dit. Tu le connais, Mathieu, ou pas? Non, pas du tout. Donc, un auditeur et aussi un invité d'un podcast ancien, épisode 63, mais que je vous recommande, Gérer ses risques de la théorie à la pratique. Un épisode extra. C'est un PhD. Mathieu, il est vraiment très fort. Et quand Mathieu qui te recommande, ça veut dire que tu as quand même une bonne street cred. Donc, tu peux être. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Mathieu. Voilà. Ok, donc par où on commence? On va parler, donc je te propose dans cet épisode de deux choses, de ces produits structurés. Ouais. On a parlé un peu de ton shift aujourd'hui, un peu de comment, toi, un peu ancien banquier, tu m'as dit c'est chiant, mais j'ai quand même envie de voir, tu gères ton argent aujourd'hui. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu répartis? Est-ce que tu automatises? À qui tu donnes? Parce que je sais que souvent, vous êtes plus conscient que les autres des marges, donc comment on les coupe, etc., etc. Mais on va commencer par les produits structurés, si ça te va. Ouais, carrément. Okay. Carrément. Tu me dis, c'est extrêmement margé. Ouais, c'est extrêmement margé, les produits structurés. Dit-il avec un sourire en coin. Non, c'est vrai, tu vois. Je pense que, quand t'arrives, t'es junior, tu comprends pas trop, tu fais ce qu'on te dit de faire, tu vois, et puis tu prends une certaine marge en tant que sales, ton trader a pris une certaine marge avant, le broker auquel tu le vends va prendre une certaine marge. Tu m'expliques que chaque métier comme ça. Ouais. Ok, donc en fait, je pense qu'il faut repartir juste pour comprendre les différents métiers. Alors, tu veux que je commence par expliquer ce que c'est qu'un produit structuré? Vas-y, on refait pour ceux qui n'ont pas écouté Nicolas Lefebvre, on le fait rapidement et sinon vous écouterez cet épisode. Bon, un produit structuré, très souvent, il y a une composante obligataire et une composante optionnelle. Tu vois. Je prends un exemple simple. On fait un produit à 5 ans, 100% capital garanti. Donc toi, tu me donnes 100 € et je te rends 100 dans 5 ans. Imaginons que les taux d'intérêt sont à 5%, ça veut dire que le zéro coupon vaut à peu près 75. C'est-à-dire que si tu me donnes 75 et que tu l'investis sur un zéro coupon, donc un bond qui verse aucun coupon, tu récupères tes 100 dans 5 ans. Okay. Donc moi, si tu me donnes 100 et que je dois te rendre 100 dans 5 ans, j'ai 25 de disponibilité du zéro coupon, tu vois, du 100 moins 75 pour jouer. Et donc, un produit structuré très classique, c'est, je vais te dire, chaque année, si le sous-jacent, le CAC 40 est au-dessus de son niveau initial, je te paye un coupon de 8, sinon je te paye 0. Le coupon de 8 chaque année, mettons qu'il est du coup, il a une chance sur deux, le CAC 40 d'être au-dessus de 100, une chance sur deux d'être en dessous, donc ça vaut 4, le coupon de 8 chaque année. Et donc, chaque année, j'ai pris 1 de marge, tu vois, en te donnant 4, alors que j'avais 5 de dispo par an sur 5 ans, tu vois, vu que les taux étaient à 5. Tu vas super vite. Alors, je reprends. Je te donne 100. Ouais. Toi, tu sais que pour arriver à 100, tu as besoin de 75. C'est ça? C'est ça. Donc, tu prends ces 75. Donc, les 75, ils sont investis sur un zéro coupon. Sur un zéro coupon, tu touches plus, et ça, tu sais qu'à la fin, ça me rendra mes 100. Ouais, c'est ça. Toi, tu dis, OK, j'ai pris les 100 de Mathieu, j'ai mis ça sur le côté. Et quand tu me dis c'est un zéro coupon, c'est sûr, triple sûr. Il y a pas un monde où même si l'économie s'effondre totalement et tout part en PLS. Sur de la dette française, tu vois. Même en 2007, même en crise de 29 l'année dernière, tout ça, il y a pas. Non. Si la France rembourse pas sa dette, tu vois, on aura d'autres problèmes qui arriveront avant, toi et moi, tu vois. Donc voilà, sur du truc vraiment, ce qu'on appelle le taux sans risque, et qui n'est jamais sans risque, bien sûr, tu vois, mais sur du single A ou tu vois, ou quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Donc toi, tu prends les 25 qui restent. Tu te dis, ok, avec ça, on va jouer. On fait un peu ça. Ouais. Et toi, là-dessus, tu me rends un peu plus que ma perf du zéro, du garanti sur 5 ans. Mais tu prends aussi 50% de ce que tu vas gagner en plus, c'est ça? Je prends de la marge. Donc, c'est-à-dire, sur ces 25, en fait, je vais investir sur des binaires, une série de binaires chaque année. Et la binaire, en gros, te paye un coupon de 8 si l'Eurostoxx est au-dessus de 100 et te paye 0 si c'est en dessous de 100. Okay. Et donc, en fait, ce coupon de 8 qui a une chance sur 2 d'être payé, il vaut 4. Tu vois. Soit je te paye 8, soit je te paye 0. Avec une chance sur 2 de proba à chaque fois. Donc, l'espérance, c'est 4. Et donc, tu vois, je schématise un peu. Mais donc, du coup, Attends, mais ça, c'est quand même... Pardon, mais... C'est quand même extra. Pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi tu mets pas les 100 ? Si ça monte pas et que j'ai 0, tu me payes 0. Ouais. Ah ouais, mais t'as quand même le capital qui descend, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, tes 100, si tu veux, tu vois, on pourrait te payer un coupon de 5 chaque année, c'est ce que payent les taux, tu vois. Donc, mais là, dans ce cas, je prends pas de marge. Donc, je suis obligé de créer de la complexité pour que tu as un coupon de 8 ou de 0, tu vois, là, je t'ai créé un peu de complexité, et en fait, au final, j'ai pris un par an, tu vois. Donc, c'est un peu ça la logique tu des m'as produits embrouillé, tu me dis, ok, voilà, je t'ai embrouillé, mais je te prends un peu d'argent, ok. Et ça, c'est un des produits les plus basiques, ce que je viens de donner, tu vois. Donc, il y a des produits qui sont beaucoup plus complexes que ça. Donc, à la base, ça marchait très bien, les produits structurés, les taux étaient élevés, et grâce aux taux élevés, on créait des coupons comme ça, tu vois, conditionnels. Ensuite, ce qui s'est passé après, c'est que les taux étaient à 0, tu vois. Donc, quand les taux sont à 0,
bah, t'as plus de, tu vois, les 100 que tu me donnes aujourd'hui, vu que les taux sont à 0, bah, ça me coûte 100 d'avoir un 0 coupon, même parfois plus que 100 si les taux sont négatifs, tu vois. Ouais, donc en fait, il faut que tu prennes les 100 pour arriver à me rendre les 100 au bout de 5 ans. Et donc, j'ai rien pour jouer. Donc, en fait, comment je me recrée de l'argent pour jouer et pour prendre ma marge, je fais des capitales non garantis. C'est-à-dire, je te dis, bah, si jamais le CAC 40 ou l'Eurostoxx perd plus de 40% de son niveau initial, bah là, tu vas perdre de l'argent. Donc, je te protège jusqu'à 40%. Donc, si le CAC 40 est à 65% de son niveau initial, je te rends tes 100. Par contre, s'il est à 55, là, tu prends ta paume de 45%. Tu vois. Donc ça crée de la valeur. L'option s'appelle un put down and in pour ceux que ça intéresse. Et donc, ça crée de la valeur avec laquelle jouer, avec laquelle je peux te verser des coupons et je peux prendre ma marge aussi. Clair. Troisième étape, une fois qu'on a vendu trop de puts, donc la vol est trop compressée, il y a la plus, volatilité, voilà, il y a plus d'argent avec lequel jouer. Troisième étape, et c'est là où ça devient dramatique, on allait chercher de la valeur sur le sous-jacent. Donc le sous-jacent, on a dit, c'est plus l'Eurostoxx, le sous-jacent, c'est un Eurostoxx avec des dividendes synthétiques. C'est-à-dire que le dividende de l'Eurostoxx, en moyenne, c'est 3,8% par an. Donc l'Eurostoxx sont les... combien il y a 50 ? C'est combien de sociétés dans l'Eurostoxx ? Ouais, 50. C'est les plus grosses sociétés européennes. 50 plus grosses sociétés européennes. Donc le CAC 40, c'est plus simple pour tout le monde. Mais sinon, on prend l'Eurostoxx, on dit tu as 50 boîtes, elles balancent des dividendes. Tu prends, si tu achètes par exemple, une connerie, c'est peut-être pas exactement ça, mais 1 euro de chacune des boîtes, combien tu récupères de dividendes par an ? En moyenne, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est l'organique. Combien tu récupères de dividendes ? Et le synthétique, c'est quoi ? Bah, en fait, j'ai oublié d'expliquer un truc, c'est que quand tu achètes un produit dérivé, tu vois, un call par exemple, ou enfin une option, en fait, tu ne touches pas les dividendes, tu vois. C'est-à-dire que tu vas avoir une option sur l'Eurostoxx qui vaut 100, moins si l'Eurostoxx a payé 4 de dividendes, ça vaut 96, tu vois. Et donc, toi, tu vas avoir 96 à la fin. Alors, le put et le call, on va le réexpliquer aussi. Alors, okay. Quelle que soit l'option que tu as. Bon, le call, c'est une option d'achat sur l'Eurostoxx. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, là, tu m'achètes une option d'achat, donc un call, dans un an sur l'Eurostoxx. Ouais. L'Eurostoxx vaut 100 euros aujourd'hui et tu as le droit d'acheter l'Eurostoxx à 100 dans un an. Okay. Donc ça, c'est une valeur, cette option. Si l'Eurostoxx vaut 105, génial, tu l'achètes à 100, tu le revends à 105, tu as gagné 5. Ouais. Si l'Eurostoxx vaut 98, juste tu n'exerces pas ton option. Tu vois. Et ce que tu as perdu, c'est le prix de l'assurance. Tu vois, le prix du call. Ouais, le prix du call. Okay. Quand tu as une option comme ça sur l'Eurostoxx, en fait, ce qui se passe, c'est que on dit que tu es short des dividendes, c'est-à-dire qu'en fait, plus les dividendes sont élevés, plus toi, tu vas perdre de l'argent. Short, c'est juste un mot compliqué qu'ont inventé les banquiers pour dire que tu as une sensibilité négative, en fait. Tu vois, tu es long, tu as une sensibilité positive à un paramètre, tu es short, tu as une sensibilité négative. Bon. Donc, à la fin de l'année, mettons que l'Eurostoxx doit être à 105. Si les dividendes sont de 1, l'Eurostoxx vaut 104. Et donc, toi, t'es content. Et si les dividendes sont de 5, l'Eurostoxx vaut 100. Et donc, tu vois, qu'il soit passé de 1 à 5, c'est 4, tu les as perdus. Tu vois. Ouais. Donc, tu as vraiment été short avec une dérivée de 1 au dividende. Tu vois. Bon. Donc, les produits structurés, c'est ça. À chaque fois, le client est short des dividendes. Et donc, le trader qui, en ayant vendu un produit au client à la position inverse, il est long des dividendes. Donc, les traders se retrouvaient avec des pauses énormes de dividendes. Tu faisais des pauses gigantesques de dividendes. Tu pourras demander à ton copain Nico Marx ce qui s'est passé, tu vois, sur les dividendes à la crise des subprimes, ça a été dramatique. Tu vois. Les banques ont perdu énormément d'argent là-dessus, ils le savent. Donc, ils ont cherché, les banques, après, à faire ce qu'on appelle recycler en trading, c'est-à-dire à sortir ces risques de dividendes. Tu vois. Donc, soit avec des hedge funds, tu vois, donc ils avaient des énormes pauses de dividendes, ils allaient voir des hedge funds, ils disaient rachetez-nous nos dividendes, soit en fait en créant des produits où il n'y a plus le risque de dividendes. Donc, ça, c'était une super idée, tu vois, de se dire, bon, bah, au lieu d'être comment dire à la merci d'un boss d'une boîte qui dit finalement mon dividende, tu vois, même t'as des risques de paiement, tu vois, même mon dividende je vais décaler la date de paiement, tu vois, toi tu y es pour rien, ça te change complètement la valeur de ton produit structuré, ça change pas vraiment la valeur de la boîte, tu vois, c'est des trucs qui devenaient un peu absurdes comme ça, tu vois. Donc on a voulu sortir le risque de dividende. Pour ça, ce qu'on a fait, c'est on a dit, au lieu d'avoir le dividende réalisé, on va se mettre d'accord, toi et moi, sur un dividende théorique, tu vois, qui va être de X%, tu vois. Donc l'action vaut 100 euros, le dividende en général de l'Eurostoxx c'était 3,8%, tu vois. Okay. Sauf que les traders, enfin souvent les banques ont une bonne idée à la base et ensuite font un truc assez sale, c'est qu'en fait au lieu de 3,8%, ils ont dit ça va être 5% le dividende, tu vois. Donc en fait, non seulement ils sortaient le risque de dividende, donc en fait ils étaient plus efficaces en termes de prix, et, tu vois, ils pouvaient faire des prix beaucoup plus agressifs, mais en plus, au lieu que le dividende soit de 3,8%, ils l'ont mis à 5%, et je le rappelle, les traders sont longs des dividendes, le client est short des dividendes, donc clairement, ça faisait perdre de l'argent au client et gagner de l'argent à la banque. Il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin, de toute façon. Ouais, exactement. Donc,
Donc voilà, ça c'est un exemple. J'espère que c'était pas trop, que c'était correctement expliqué. Mais voilà, ça c'est un exemple de dérive de la banque qui fait qu'en fait, on vend des produits qui sont fondamentalement malsains, okay, qui ont fondamentalement assez peu de valeur. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça ? Parce que entre le trader qui couvre le risque, je fais une petite digression en fait, parce que les gens ont pas ça en tête. Depuis la crise des subprimes, il y a une loi qui s'appelle Volcker qui dit aux banques, maintenant vous n'avez plus le droit, c'est plus un casino la banque, okay, vous n'avez plus le droit d'acheter le pétrole en disant le pétrole va monter, de shorter le cuivre en disant le cuivre va baisser. Maintenant, ça c'est les hedge funds qui font ça. Dans les banques, en fait, vous couvrez des risques de clients. Donc des clients viennent acheter des produits et vous, votre job c'est de couvrir le risque. Tu vois, tu m'as acheté un truc, je dois acheter le même truc à quelqu'un d'autre pour compenser le risque engendré par ce que je t'ai vendu. Donc les traders, leur job, c'est de couvrir le risque. Ils vont facturer un certain montant pour ça. Donc, mettons que tu as un produit qui vaut 88, le trader, il va facturer 2 et il va dire au sales, OK, je veux bien le couvrir, ce produit, pendant toute la durée de vie, mais je te le vends à 90. Ensuite, tu as le sales, qui est toujours dans la banque, qui va vendre ce produit-là à 93 à son client. Son client, c'est un broker. Donc, un broker, c'est juste un intermédiaire. Il va dire, OK, très bien, merci, écoute, moi, je vais prendre 5% de marge, donc je le revends à 98. Le client final, à 98, il a une banque dépositaire, tu vois, qui est ce qu'on appelle le custodian. Voilà, il a son compte en Suisse ou à Monaco, tu vois, chez, j'en sais rien, chez une banque à Monaco. Et donc, il refacture 2, on passe de 98 à 100. Et ensuite, parfois, son produit, il est logé en assurance vie. Donc, il repaye des frais de 1% par an, tu vois. Donc, en fait, sur un produit comme ça, le produit, de manière intrinsèque, vaut 88. Et le client final, il l'a acheté à 100, mais le premier jour, il a perdu 12. Et en plus de ça, il paye des frais d'assurance vie tous les ans de 1% par an. Tu vois. Donc, c'est délirant, tu vois, le niveau de frais. Et donc, souvent, les gens se disent, mais attends, mais pourquoi acheter un tracker ? C'est bien, je comprends pas, tu vois, c'est quand même débile comme investissement. Ouais, mais un tracker, ses frais de 12% plus 1% par an, il passe sur un tracker à 0,20, tu vois. Même aux US, c'est 3 BP. Tu vois, aux US, si tu as des dollars et que tu investis aux US directement, c'est 2-3 BP. Là, en France, c'est 20 BP, donc 0,20%. Donc, en fait, en espérance de gain, tu as beaucoup plus sur un tracker. Beaucoup, beaucoup plus. Un tracker va sur une longue durée. Ce qu'on appelle la loi faible des grands nombres en maths, c'est que tu vois, si tu jettes plein de fois, 1 milliard de fois un dé, tu vas avoir à peu près 1/6 de 3. Tu vois. Donc, la loi faible des grands nombres, c'est si tu investis sur un tracker sur une longue période, a priori, ça va, les chemins vont se compenser et donc tu vas gagner beaucoup plus d'argent que sur un structuré. Tu vois. C'est hyper intéressant et très bien expliqué, en effet. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que derrière, souvent, on va te vendre des produits sans frais. Mais en fait, c'est des sans frais de façade, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, je l'ai compris un peu sur des SCPI. Alors, les SCPI, c'est un autre endroit où c'est la foire d'empoigne et où certains, alors, assument leurs frais, d'ailleurs. Hein, j'en ai reçu ici qui assument leurs frais. Mais il y a d'autres endroits où, en fait, ça assume pas du tout et on te cache un peu des frais dans tous les sens. Et on te dit, tu rentres dans la SCPI, tout le monde te fait payer 10%. Moi, je te fais payer 0. Mais derrière, il y a la gestion des immeubles qui sont des sous-jacents. Et cette gestion te coûte un bras. Alors, c'est pas le cas de toutes les néo-SCPI en l'occurrence, hein, mais il y a forcement un endroit. Il y a forcément des frais. Les gars se payent. Hein. Les gars sont pas des bons samaritains. Ils se payent quelque part. Tu vois. Donc effectivement, ils peuvent être plus ou moins transparents dessus. La nouvelle régulation MiFID normalement t'impose d'être transparent dessus. Tu vois, t'as ce qu'on appelle des KID, des Key Investor Documents, tu vois, qui sont remis aux clients. Et dans le KID, il y a une partie qui s'appelle le Cost and Charge, qui te dit voilà, sur tes 100, il y a combien de charges, tu vois. Mais là encore, tu vois, les banques n'ont pas joué le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont mis tout et n'importe quoi dedans. Elles ont dit, ah oui, tu vois, elles ont rajouté, par exemple, le fait de passer en modèle de vol stochastique. Je ne rentre pas dans les détails, mais tu vois, tu as des modèles de vol local qui sont, la vol, elle est marquée à temps. Voilà, c'est une fonction déterministe du temps et du spot. Et il y a la vol stochastique, c'est-à-dire que la vol a elle-même un processus stochastique, elle fait sa vie, voilà. Vous cherchez, donc on parle de volatilité. Ouais, on parle de volatilité, qui est un des paramètres hyper importants quand tu prices tes produits structurés. Bon. Et les banques, elles ont dit, voilà, la différence entre le prix en vol local et la vol stochastique, alors que tout le monde sait que le bon prix, c'est la vol stochastique, hein, c'est 3%. Donc, on va dire que c'est une charge en plus 3% et on va rajouter ça dans le cost and charge. Donc, en fait, dans le cost and charge, tu avais des trucs genre, le cost and charge, c'est 25%. Tu vois. Alors que le client sait bien qu'on lui a pas chargé 25%. Mais le banquier fait, ah, mais oui, mais c'est parce qu'on m'oblige à mettre les coûts de modèle et ça. Non, personne t'oblige à mettre les coûts de modèle. Tu vois. On met juste la marge, tu vois. Et donc, en fait, lui, sa marge, c'est 12%. Il sait que 12%, ça va gueuler. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Le banquier, au lieu de mettre 12, il met 25. Et il dit, oui, mais de toute façon, le cost and charge, c'est n'importe quoi. Tu vois. Oui, du coup, effectivement, si tu me rends le truc illisible. Et le problème,
c'est que le régulateur, il est à l'ouest, tu vois. Le régulateur, tu vois, c'est comme si t'as un shérif qui poursuit un cow-boy avec... En fait, il y a beaucoup trop d'argent, c'est ça aussi, c'est que t'as des bons avocats, des bonnes choses, mais c'est vrai que moi, à un moment, je me suis dit, c'était un peu pendant la martingale, enfin, au tout début, je me disais, mais c'est cool, maintenant, en fin d'année, je vais vraiment avoir une vraie explication des coûts de chacun, de mon CGP, de ma banque, de machin. Et en fait, à la fin de l'année, je reçois une méga embrouille, en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est vraiment un truc où tu regardes le truc et tu te dis... Ah ok, d'accord, ils ont joué le jeu, mais ils se foutent de ma gueule. Tu vois, c'est quand même un peu ça. Non mais c'est ça, ils essayent de complexifier le truc à fond. Il n'y en a pas un qui m'envoie un mail en disant tes frais, tu vois, avec 4 lignes, t'as investi tant, t'as gagné tant, t'as perdu tant, tes frais, moi j'ai gagné tant, salut, au revoir en fait. Ouais. Non mais c'est horrible, tu vois. Et même pour moi qui comprends ces trucs-là, voilà, j'ai dû quitter ma banque privée, tu vois, j'étais à la banque privée, ils me proposaient des trucs et tout, et c'était horrible, tu vois, même leur conseiller, l'expert patrimonial, machin de la banque privée, comprenait rien à ce dont ils me parlaient, tu vois, ils me mettaient les mauvais produits et tout, et j'ai quitté ce truc-là, je me suis dit, bon, bah, je vais faire le truc par moi-même, tu vois, c'est-à-dire que même moi, j'avais, ce qu'a tout le monde a un peu une flemme de s'occuper de ces sujets-là, ces barbants et tout ça, je m'étais dit, bon, je vais avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait, mais non, pas du tout, tu vois, donc... Bon voilà, donc c'est vrai qu'on est dans une situation assez problématique. Voilà, pour nuancer ce que je dis, bien sûr, bah dans cette grande foire, il y a des gens qui sont bons, tu vois, il faut les trouver. Il y en a qui sont bons, qui sont honnêtes, qui expliquent bien leurs frais. Il y a un mouvement en ce moment en France que tout le monde a vu, hein, d'éducation financière, tu vois, porté par des Mounir Lagoun avec Finari, par des Mathias Bacchino avec Trade Republic et tout ça, et que je soutiens énormément, tu vois. Bon, moi, c'est pas mon combat, j'en ai pris un autre, on pourra en parler après, mais je pense que c'est top qu'il y ait un vrai souci sur l'éducation financière. Les gens se rendent compte qu'ils n'auront pas forcément de retraite, donc que le système de redistribution est un peu en train de mourir avec le vieillissement de la population, donc qu'il faut peut-être plus mettre de sous sur un système par capitalisation, et donc il faut commencer à investir dans l'économie réelle, et il faut le meilleur moment pour investir, c'est hier, hein, on dit à chaque fois, donc, voilà, donc autant le faire aujourd'hui, voilà. Mais donc ouais, il y a beaucoup de dérives effectivement là-dedans. Ça serait malhonnête de dire que c'est pour ça que j'ai quitté ce monde-là. Pour être très honnête, j'ai quitté ce monde-là parce que quand tu fais toujours la même chose depuis 7 ans, bah, ça devient chiant au bout d'un moment. Et moi, j'avais besoin un peu de me rechallenger. La plupart qui sont des gens... Tu t'es pas fait virer ? Je pose la question. Non, ok, parce que c'est difficile de partir avec des gros bonus quand même dans des boîtes comme ça. Hein. Ouais, le départ était clairement à mon initiative. Ok. Voilà, bon après j'ai signé un non-disclosure agreement, donc je peux pas expliquer exactement dans quelles conditions je suis parti. Mais non, c'était à mon initiative, ça a pris 8 mois, 1 an de négociation, c'est compliqué. Non mais c'est courageux aussi parce que je veux dire, moi j'en connais assez peu qui se barrent de ces univers, c'est vraiment des prisons dorées. Ouais. C'est vraiment des prisons dorées. Tu vois, genre, je parlais avec un collègue la semaine dernière je disais, mais Chuck, qui était malheureux et tout ça. Et je disais, mais pourquoi t'arrêtes pas ? Et le mec me répond très sérieusement. Hein. Il me dit, mais comment tu veux que j'arrête ? J'ai que 1 million de côté. Et je lui dis, mais comment tu crois que je gagne 400 000 balles par an. Donc, ouais, c'est ça, je suis mort. Tu vois, vraiment, il me fait le truc, il me fait, il parle comme ça, les banquiers. Il me dit, j'ai les 2 kids à la crèche à Londres et ça, 50K chacun. J'ai la nounou, j'ai le truc et ça. J'ai les vacances à Ibiza qui me coûtent 16 000 la semaine. Et en fait, c'est une vraie prison dorée, tu vois. Genre, nous, on se fout de la gueule de l'extérieur, mais en fait, c'est très dur de baisser son niveau de vie, tu vois. Donc voilà, et quand t'as habitué ta famille, ta femme et tout ça à un certain niveau de vie, donc ou l'inverse, parce qu'il y a plein de femmes qui cartonnent aussi dans ce milieu. Oui, ou l'inverse. Non, mais t'as raison, mais bon, oui. Non, mais complètement, t'as raison. Et c'est vrai que c'est... tu peux te dire à la fin, on va pas pleurer. Mais j'en connais quelques-uns qui sont fondamentalement malheureux hein, dans ces prisons dorées. Je vais te le dire autrement, j'en connais pas beaucoup qui sont heureux. Ils sont fondamentalement heureux, c'est vrai, moi non plus. J'en connais vraiment pas beaucoup, tu vois, donc moi, pour être honnête, je l'ai été les 2-3 premières années parce que j'ai touché à tous les produits, tu vois, dérivés. D'abord, j'étais sur les dérivés actions, puis les dérivés matières premières, taux de change, taux d'intérêt, et tout ça. Donc, je me suis éclaté parce que moi, vraiment, je suis un gros geek, donc ce qui m'intéressait, c'était la technicité des produits. Ensuite, je suis devenu vraiment un sales et en fait, je devais développer des relations commerciales avec des clients. Tu vois, en France, quand tu t'appelles Goldman Sachs, tu te prends une porte dans la gueule, hein, tu vois, direct. Tu vois, genre, les mecs sont traumatisés par Goldman. Goldman, c'est le diable. Donc, c'était intéressant d'aller challenger les banques françaises, d'aller récupérer des parts de marché. On était un micro-player au début, et puis moi, j'ai eu la chance de participer, de vivre en fait ce truc-là chez Goldman, où on est devenu un des top 3 players français en partant de rien. Pour moi, c'est devenu quand même hyper prestigieux maintenant, Goldman. Ouais, c'est vraiment le endgame, en tout cas quand tu es dans la finance, non ? Ouais, complètement. C'est une des top banques avec JP Morgan, complètement. Tu vois, quand tu es chez Goldman te dit on est les numéros 1, bien évidemment, et quand tu es chez JP, ils te disent on est les numéros 1 depuis longtemps. Mais bon, oui, ça fait partie des top banques, très clairement. Donc voilà, donc c'était une belle aventure, mais après,
Donc, je te dis 2-3 ans de challenge technique, 2-3 ans de challenge commercial. Et c'est intéressant le challenge commercial parce que tu comprends qu'un broker achète tel produit pour ça, une banque privée pour ça, un assureur qui hedge le fonds euro, tu vois, il achète d'autres types de produits. Donc, c'est intéressant de comprendre toute la pieuvre de cette économie-là. Et ensuite, tu vois, je passe ce qu'on appelle vice-président. Alors, je précise, vice-président, c'est un titre pompeux qu'ont inventé les banques américaines. Il y en a des milliers, des vice-présidents. Voilà, pour te saucer un peu après 5-6 ans d'expérience. Et qui veut dire en gros juste que tu t'es pas fait virer pendant 5-6 ans, ce qui est déjà pas mal. Là, mon boulot devient très politique et voilà, et ça commence à me saouler. Et donc, c'est là que je me désintéresse. Mais tu vois, j'ai pas été malheureux pendant 7 ans, sinon je serais pas resté là pendant 7 ans. Et donc, dans ces produits structurés, toi, si j'y reviens, on y colle un peu de tout ce que tu as dit tout à l'heure. Mais si je reprends un épisode que j'ai fait avec Charles Gave aussi récemment, un personnage haut en couleur. Donc, j'avais fait cet épisode avec Nicolas Lefebvre, Club Funding. Avec Charles, il me parle un peu, lui, de sa martingale. Qui est de dire en gros tu mets 25% d'or, 25% d'actions, 25% de cash et 25% d'obligations d'État, enfin safe. Ouais. T'équilibres toujours à 25% ça, ce serait un truc que tu pourrais faire dans un produit structuré en fait. Si je comprends bien l'épisode avec Nicolas Lefebvre, c'est que tu mets un peu ce que tu veux, tu pourrais même mettre du Bitcoin si tu veux dans un produit structuré. Tu peux mettre plein de choses, ouais. Il faut toujours qu'il y ait une composante obligataire. Normalement, il y a toujours un zéro coupon, tu vois. Okay. Après, c'est pas forcément 100% capital garanti, comme je peux l'expliquer. Tu peux être, le client peut, en fait, sans l'avoir compris, vendre des put down and in, c'est-à-dire des options de vente qui s'appliquent contre lui si elles franchissent des barrières. C'était l'exemple que je donnais à moins de 40% de baisse du marché. Donc tu peux, mais voilà, faut qu'il y ait une composante obligataire dans le produit structuré. Ouais. Mais donc, et si tu fais ça, je pense que j'avais posé la question et je crois que Nicolas m'avait dit qu'on pouvait pas les bouger, mais une fois que ton produit structuré est monté, il est figé pour la durée que t'as donné. C'est-à-dire que si tu as mis 25% de Bitcoin, 25% d'or, 25% d'actions et 25% d'obligations, par exemple, eh ben, tu le sors en mars, en mai 2025. Il est, pour 5 ans, il est figé jusqu'à mai 2030 ? Ouais, alors tu peux faire ce qu'on appelle une restructuration de ton produit. Tu fais pas d'arbitrage, quoi. Non, le seul arbitrage que tu peux faire, c'est revendre. Tu vois, tu peux revendre, la banque est tenue de te montrer toujours un bid, une option de vente, mais bon, en général, comme ils savent, tu vois, pareil, là, les banquiers sont malins, c'est-à-dire que tu as un bid ask sur les produits structurés qui est censé être de 1%. Donc, par exemple, si la valeur du prix, c'est 100, tu pourrais imaginer que le bid-ask, il est à 99,5 et 100,5. Tu vois, j'achète à 99,5 et je te revends à 100,5. Le bid-ask, c'est le spread entre l'offre que je monte. C'est-à-dire, en permanence, je vais coter sur ton produit. Toi, tu l'as acheté, ton produit, ce qu'on appelle le marché primaire. On l'a créé pour toi, tu l'as acheté. Ouais. Ensuite, il va vivre sa vie pendant 5 ans. Ça, c'est le marché secondaire. Donc, je l'ai acheté 100. Tu l'as acheté 100. Ouais. Il vit sa vie. Ouais. Pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, moi, je dois coter sur les marchés un prix de rachat. Si jamais tu veux me revendre ton produit, j'ai un bid. Et un prix à l'offre, l'ASK, si jamais toi tu veux en racheter plus. Okay. Sauf que ce qui se passe en général, c'est que la collecte se fait au début. Donc au début, je sais que les gens vont acheter. Au début, voilà, le produit vient d'être émis, les banquiers privés en parlent à leurs clients, il y a beaucoup de gens qui achètent. Donc à ce moment-là, mon bid-ask, en fait, je vais l'orienter à l'offre. C'est-à-dire que le prix véridique, c'est 100. Et au lieu d'avoir un bid-ask centré, c'est-à-dire 99,5, 100,5, en fait, je vais me décaler complètement et je vais montrer 103 au rachat et 104 à la vente. Parce que je sais que personne va me le revendre au début, tu vois. Oui. Et donc, en fait, je fais 4 de marge. Donc ça, c'est le début. Après, des années après, 3-4 ans après, tu vois, je sais qu'il n'y a plus personne qui va l'acheter, ce produit. Tu vois, c'est fini, on n'en parle plus. Je dis aux banquiers, d'ailleurs, vous ne me le commercialisez plus. Hein, et d'ailleurs, s'il y a des gens qui viennent, je trouverai une excuse en disant, ah, mais non, mais il n'y a plus de papier. Ça, c'est une excuse qui n'existe. Ça ne veut rien dire, il n'y a plus de papier, c'est une excuse qu'on a inventée. Tu peux toujours en faire, tu vois. Mais on dit, ah non, il n'y a plus de papier. Bon, c'est une douille qui est passée, qui est institutionnalisée, tu vois. Et donc, des années après, tu reviens, tu veux revendre le produit. Non, mais c'est dramatique. Hein. Tu veux revendre le produit des années après. Qu'est-ce qui se passe ? Mettons que la valo du produit, elle soit à 105. Bah moi, comme un petit malin, je vais te mettre mon bid à 99 et mon offre à 100. Si tu venais m'en racheter à 100 alors que ça vaut 105, je perdrais 5. Mais là, je te dis, ah non, il n'y a plus de papier. Si par contre, tu veux revendre, je te dis, ah bah bravo et tout, tu revends à 99. Bon, dommage, t'as perdu 1, tu vois. Voilà, mais je me fais 6 de marge, tu vois. Même encore plus malin, je vais mettre, si la valo est à 105, je vais mettre mon bid-ask à 101, 102. Et comme ça, si tu revends, toi, tu as l'impression d'avoir gagné 1. Tu me dis, ah, bah, trop génial, je l'ai acheté à 100, je le revends à 101. Mais la vraie valeur, en fait, c'est 105. Et donc, moi, j'ai gagné 4. Tu vois. Parce que la vraie valeur, normalement, tu la rends que à la sortie, à la toute fin. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Donc, en fait, tu as très peu d'intérêt sur les produits structurés à faire un arbitrage parce que tu sais qu'en fait, c'est très simple. Les banques, je l'ai réexpliqué avec la loi Volcker, comment est-ce qu'elles font de l'argent, les banques ? Avec la vélocité du cash. Les banques, à chaque transaction, elles prennent des frais. Okay ? En fait,
la banque, c'est comme du conseil en stratégie, tu prends des frais à chaque transaction. Il n'y a pas vraiment de position, tu vois. Ça n'existe plus, encore une fois, depuis Volcker. Donc, à chaque fois que tu achètes et que tu revends, c'est bien pour les banques, tu vois. Là, donc, qu'est-ce qu'elles veulent, les banques? Elles veulent tout, sauf un marché stable où il se passe rien. S'il y a un marché stable où il se passe rien, les gens font pas trop de transactions, ils font du buy and hold, ils se disent, c'est bon, ça monte tranquillement. Si les gens paniquent, c'est génial pour les banques, tu vois. C'est horrible à dire, hein, mais une guerre en Ukraine, c'est génial pour les banques, tu vois. Là, les banques ont fait une excellente année l'année dernière. Au Covid, les banques ont fait une excellente année, tu vois. Genre, je parle des salles de marché. Je parle des salles de marché. Ça prend des spreads, des commissions. Sur, Et plus tu es en panique, moins tu vas vérifier le prix. C'est-à-dire que tu es en panique, tu dois vendre très très vite. Tu vas pas avoir le temps de faire un appel d'offres avec 5 contreparties. Tu vas juste me dire à moi, tu vas me dire, attends Marco, il faut que je revende mon produit et tout ça. Et je te dis, t'inquiète pas, il y a un petit problème de liquidité, donc le prix sera pas ouf. Mais tu vois, et donc là, tu t'empales, tu vois, sur un prix. Ouais, okay, moi, c'est bien, je suis un mauvais client quelque part parce que je fais que du buy and hold. Ah bah ça, ils te détestent les banques. Ouais. Je pense qu'ils détestent. Ouais. Et voilà, et juste pour que les gens comprennent le business de la banque au niveau global. Donc ça, c'est ce que je viens de décrire sur les salles de marché. Et sur les fusions-acquisitions, c'est exactement l'inverse qui se passe. Pour les fusions-acquisitions, tu as besoin d'une certaine stabilité pour faire des trades, pour faire des fusions-acquisitions, pour pouvoir te projeter. À l'inverse, quand tu as un marché qui bouge dans tous les sens, avec Trump qui te dit je vais te foutre des taxes de douane, tu vois, dans tous les sens, ça devient plus complexe pour faire des deals en fusion-acquisition, mais ce truc-là est compensé par les activités de salle de marché. Tu vois. Donc elles ont un peu ces deux activités qui se compensent l'une et l'autre. Tu vois. Si je t'écoute, Marc, je me dis quand même... Moi, j'ai fini l'épisode avec Nicolas Lefebvre en me disant vas-y, on va faire des produits structurés avec les auditeurs de la Martingale, on va les faire ensemble et les produire ensemble. Parce qu'en plus, ils pouvaient reverser une partie des fees, etc. Je sais pas, faudrait voir les fees sous-jacents que j'ai pas forcément vu là-dessus, mais en fait, en tout cas, les banques, c'est quand même un peu la foire d'empoigne. C'est-à-dire que c'est peut-être des produits... Alors, j'ai deux questions. C'est un, on en a beaucoup plus qu'on ne pense, je crois, parce que tu disais tout à l'heure qu'il y en avait un peu partout. Ouais. Et deux, il faut quand même potentiellement les fuir, finalement. Ouais, bah les fees, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Hein. C'est plus tu as de fees, plus à la base, tu as un risque de perdre de l'argent. Enfin, Warren Buffett, il s'est fait sur justement le fait de buy and hold et d'avoir le moins de fees possible partout, tout le temps. Parce que c'est là où, en fait, on passe notre vie à expliquer les intérêts composés. Ouais. Les intérêts composés, si tes intérêts ils sont pleins de fees, en fait, c'est du composé qui part aussi en exponentiel d'ailleurs. C'est ça. En fait, si tu as un actif, tu vois, Peugeot, l'action Peugeot, elle vaut 105 € aujourd'hui, par exemple. Je ne sais pas du tout le prix de Peugeot, mais mettons. La meilleure espérance de Peugeot dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, c'est 105 €, tu vois. Fois les taux d'intérêt moins les dividendes. Mais pour faire plus simple, s'il n'y a pas de taux d'intérêt des dividendes, c'est 105 €. Tu vois. Si l'action allait monter, ça serait déjà corrigé dans le prix d'aujourd'hui. Si elle allait baisser, ça serait déjà corrigé dans le prix d'aujourd'hui. Donc, si ces 105 €, tu les achètes en fait avec un fees de 2, tu vois, bah en fait, juste, tu as fait baisser ton espérance de 2 points, tu vois, de 2 €. Tu vois. Et donc, c'est pour ça. Les gens ont du mal à comprendre que la gestion active, donc c'est-à-dire le fait de confier ton argent à des personnes, des hedge funds, des asset managers, des banquiers privés, ça sous-performera toujours la gestion passive. Tu vois. Prenons un monde où il n'y a que la France qui existe, il n'y a que le marché français, il n'y a que le CAC 40. Okay. Mettons que sur une année, le CAC 40 fasse plus 10%. Donc il valait 100 €, il est à 110 € à la fin de l'année. Bon, bah, tu as plein de gestionnaires, tu vois. Donc la gestion passive a fait plus 10%. Si tu avais investi sur le CAC 40, tu as fait plus 10%. Et ensuite, tu as ceux qui ont confié leur argent à des gestionnaires actifs. Donc, tu en as qui ont été très forts, qui ont fait 15%. Tu vois. Bravo à eux, ils ont fait 15%, ils ont battu le marché. Il y en a d'autres qui ont fait 5%, ils ont fait moins bien. En moyenne, ils ont tous fait 10%. Parce qu'il n'y avait que cet actif-là sur lequel investir. Bon. Donc, tu en as qui ont fait 15, tu en as qui ont fait 5. Sauf que les deux, a priori, ils t'ont chargé des fees. Donc, ils t'ont chargé 2% de fees. Donc, en fait, en moyenne, il y en a un qui a fait 113 et l'autre qui a fait 103. Et donc, ils ont fait 108 en moyenne. Donc, en fait, en moyenne, ils ont fait 2 de moins que le marché. Et ces 2, ils correspondent à quoi? À leurs fees. Donc, en fait, forcément, la gestion active sous-performera la gestion passive. Après, il y a toujours ceux qui te disent oui, mais regarde moi, mon track record, c'est que je suis toujours celui à 115. Ouais, non mais alors. Et oui, je prends 2% de fees, mais à la fin, tu gagnes quand même 3% de plus. Alors, ils sont très rares, mais tu vois, il faut accepter que à partir du moment où tu joues à ce jeu-là, en espérance de gain, tu perds. Donc voilà. Sauf si effectivement, tu as un génie. Moi, j'ai toujours pas rencontré quelqu'un qui voyait dans le futur. Peut-être toi, tu l'as vu, tu vois, mais voilà. Donc, moi, je suis un fervent, tu vois, partisan de la gestion passive à cause de cette raison, voilà, qui est très simple. Gestion passive, ça se fait sur un peu toutes les plateformes. Il faut aussi aller chercher celles qui ont le moins de coûts, cachées ou pas. En fait, tu en as notamment qui
peuvent prendre des commissions sur les taux de change ou les choses comme ça. Il faut faire attention aussi un peu sur où est-ce que vous êtes. Ouais, mais tu vois, sur les trackers, c'est quand même très difficile de te charger des frais. Tu vois, si tu achètes un tracker, donc tu as effectivement. Les fameux ETF trackers que vous voyez sur toutes les plateformes sur lesquelles vous vous inscrivez. Voilà, c'est ça. Donc en fait, qui te réplique l'indice, parce que l'indice c'est fictif, tu as des rebalancements de l'indice, t'as un comité scientifique qui se réunit qui dit finalement LVMH, la pondération ça va plus être 7%, ça va être 5%. Donc voilà, il y a un petit travail à faire, mais il te charge, je te dis quelque chose de l'ordre de 20 BP en France, tu vois. Donc tu payes 0,20% de frais par an. Donc voilà, c'est très acceptable, quoi. Ok. Quand il y a une sorte de consensus où tout le monde te dit. Toi qui es bien expérimenté là-dessus, mais où tout le monde te dit les trackers, en fait, c'est le seul truc qu'il faut faire. Moi, ça m'inquiète. C'est-à-dire que... et les indices, c'est ce qu'il faut faire parce que c'est sûr qu'à 20 ans, tu vas gagner, ou à 30 ans. Alors, c'est probablement vrai. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je me dis peut-être qu'à 5 ans, en fait, ça va vraiment dégueuler tout ce qui est possible. Et c'est une option. Et à la fois, ça fait des années que je pense, enfin, quelques années que je pense ça, même si ça fait pas si longtemps, puisque moi, j'ai réinvesti pas mal en bourse au mars 2020, donc il y a 5 ans, au fond du Covid, enfin, au tout début du Covid, en me disant, il y a un truc qui colle pas dans tout ça, et je pense que ça va aller. Non pas que je sois devin, mais bon, bref. Ouais. Et en fait, tu vois, le consensus de l'immobilier, par exemple, le premier épisode de La Martingale, c'était l'immobilier peut-il se casser la gueule ? Et il s'est quand même cassé la gueule pas mal, à plein d'endroits, tu vois, pas partout. C'est pas une chute aussi abrupte dans les années 90. Mais qu'est-ce que t'en penses de ça ? Où est-ce que tu le mets ? En fait, ce qui est très compliqué en finance et dans la vie de manière générale, tu vois, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est bien d'avoir raison, mais il faut avoir raison au bon moment. Oui. Tu vois. Je sais pas si tu as vu le film The Big Short. Bien sûr. Voilà, donc Christian Bale, là, tu vois, il short l'immobilier. Il sait que c'est de la merde. Que ça Regardez The Big Short, absolument. Exceptionnel. Ouais. Dans les bons films en finance, si on fait la petite digression, il y a The Big Short et il y a Margin Call. Voilà, les deux qui sont sortis à la même année ou presque. Quasiment. Ouais, regardez les deux. Honnêtement, masterclass, ouais. Et donc, en fait, il sait qu'il y a la crise des subprimes, il va un peu sur le terrain, il voit qu'en fait, on a fait des prêts à des gars qui ne pourront pas rembourser, les subprimers, et donc, il voit ce truc-là, tu vois, il sait que le marché immobilier va se péter la gueule, mais ce qui est très dur, c'est qu'il a raison trop tôt. Et donc, en fait, pendant des mois, des années, en fait, il doit payer la position négative, parce qu'en fait, le marché continue de monter, et lui, il est short. Et donc, en fait, il y a ce qu'on appelle des appels de marge et tout ça. Et donc, en fait, il se ruine. Les margin calls. Ouais, les margin calls, exactement. Et donc, il y a les hedge funds qui l'appellent. C'est lui, les clients de son hedge fund qui l'appellent, qui disent qu'est-ce que tu fous ? Tout le monde gagne de l'argent et toi, tu es en train de perdre de l'argent depuis des années. Qu'est-ce que tu branles ? Donc, en fait, avoir raison seul contre tous, c'est très compliqué. Tu vois, tu te dis, il y a quand même de grandes chances que je sois le seul con plutôt que le seul intelligent. Tu vois, donc, est-ce que le marché action est surcoté en ce moment ? Est-ce que le Bitcoin est surcoté en ce moment ? Tu vois, peut-être, tu vois, mais. C'est ça qui est compliqué avec le marché, c'est que quelque part il y a un peu une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que tant que tout le monde est dans sa folie, tu vois, il y avait la bulle de la tulipe aussi à l'époque, tu vois, qui était célèbre. Tant que tout le monde est dans la même folie, ça marche, tu vois. Donc en fait, sur le long terme, sur les fondamentaux, à un moment tu devrais avoir raison, à un moment ça devrait corriger, mais il faut pouvoir tenir la position, quoi. Et donc ouais, cette réponse, elle n'est pas évidente. Et en fait, cette question, elle n'est pas évidente. Et cette question met le doigt sur les paradoxes et les contradictions même de la finance de marché, quoi, tu vois, qui n'est pas l'économie, qui est la finance de marché, enfin le marché, pardon, c'est ce que le consensus pense que l'économie sera demain. Tu vois. Bien sûr. Et à la fois, ce qui fonctionne dans les indices, c'est qu'ils sont souvent donc, basés sur les 40 meilleures sociétés, 50, 500, peu importe, selon d'une zone géographique, du CAC 40 de la France ou d'une zone plus du Nasdaq, enfin tu vois, d'une techno ou de quelque chose comme ça. Et tu te dis, oui, mais en l'occurrence, pour rentrer dans cet indice, il faut déjà être super performant, etc., etc. Donc c'est un peu aussi autoréalisateur. Ouais. Ce qui doit faire un truc intéressant, c'est que moi, c'est toujours... On l'avait un peu creusé à un moment, mais c'est celles qui sont à la marge des indices. Il doit y avoir des choses intéressantes à travailler quand tu arrives à voir les sociétés qui vont rentrer dans le Nasdaq ou qui vont rentrer, le CAC peut-être moins, mais parce qu'en fait, là tout de suite, les indices deviennent tellement gros, avec tous les ETF, etc., que finalement, à un moment, tu rentres dans l'indice, tout de suite, je dis une connerie, mais ta boîte, elle double. Alors évidemment, non, puisque c'est... je pense que je suis pas le seul à me dire... Je sais que je suis pas le seul à me dire ça, mais non, mais c'est malin, c'est une bonne stratégie. Mais donc, effectivement, voilà, faut prendre conscience que le marché n'est pas l'économie
Le marché, c'est un consensus, c'est ce que les gens pensent. Et donc, en fait, ta stratégie d'investissement, elle doit être par rapport à ça. Tu vois, par exemple, quand Trump parle de taxer, tu vois, les producteurs automobiles qui sont à la frontière du Mexique, qui se sont mis de l'autre côté au Mexique parce que les coûts de production sont moins chers et qui importent aux États-Unis, bon, bah, ça fait exploser l'industrie de l'automobile. Et là, à ce moment-là, ce que tu dois te demander, c'est pas est-ce que l'industrie de l'automobile devrait valoir plus ou moins, tu vois, c'est ce que tu dois te demander, c'est est-ce que Trump va revenir sur ce qu'il a dit et du coup, le consensus de marché va changer, tu vois. Mais en fait, et c'est ça qui est un peu pervers, quoi. C'est-à-dire que la question que tu te poses, c'est pas quel va être le niveau de l'économie, c'est qu'est-ce que les gens vont penser, tu vois. Il faut que tu penses avant les gens, avant ce qu'eux vont penser, tu vois. Potentiellement. Avec aussi, qu'est-ce que Trump, tu peux aussi penser à quoi Trump joue, parce que il a aussi tellement d'amis financiers, il est tellement hors la loi, que finalement, il y a quand même beaucoup de suspicions de délit d'initié, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, attends, tiens, il va faire une annonce un jour pour dire je taxe tout ça. Tout s'effondre, ses potes avaient vendu avant, et puis le lendemain, avant de faire son annonce que finalement il va pas le faire, tout remonte et ses potes avaient comme par hasard acheté avant, quoi. J'en sais rien. Moi non plus, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très probable, vu le bonhomme, tu peux te dire, il est complètement capable de ça, en tout cas. Je vois pas comment il s'en priverait, mais ok, toi dans tout ça, donc tu es sur une gestion passive full, tu fais que ça. Ouais, c'est ça. Moi, écoute, je me suis acheté un bel appartement à la belle époque, tu vois, où les taux j'ai des taux à 25 ans à 0,75%, donc j'en ai profité. Après, j'ai payé à un prix immobilier qui était plus fort, tu vois. Donc voilà. Combien du mètre ? J'ai payé 14 du mètre. Ouf. Voilà. T'es dans le centre hyper centre. Je donnerai pas le quartier du coup, mais bon, c'est un bon quartier. Non, moi je suis pas trop 16, moi. C'est pas trop ma vibe. Mais donc voilà, c'est quand même une belle composante de mon patrimoine. Et ensuite sur mes liquidités, moi j'ai investi donc une partie. En fait, tu as souvent des fonds euros, tu vois, capital garanti en assurance vie, où tu peux bénéficier d'un taux important, je sais pas, 5% par an, si tu mets 60% de ton capital en unité de compte, en plus risqué, parce qu'ils vont plus marger dessus, tu vois. Donc en fait, j'ai 40% en fonds euros à 5%. Et donc, tu achètes comment, ou c'est des trucs en ligne, pareil Ouais, c'est ça, ça en ligne sur une assurance vie. Ouais, ok. Et ensuite, j'ai 60% sur... donc, j'ai une partie sur des trackers. Ce que font souvent les gens sur les trackers, c'est qu'on met un tiers sur le S&P, un tiers sur le Nasdaq et un tiers sur le MSCI World, tu vois, pour être diversifié. Et pas de CAC, alors. Non, on n'aime pas trop le CAC et l'Eurostoxx. Les banquiers n'aiment pas trop. Ouais. Okay. Donc voilà, après peut-être qu'il faudra que je change maintenant, vu que là il y a une grosse correction de marché, peut-être qu'il faudra que je regarde un peu mais c'est vrai que moi je suis très buy and hold, hein. Je suis très papy dans mes investissements, je fais pas beaucoup de transactions. Pas de crypto ? Non, j'ai pas de crypto, et je pense que c'est une erreur. Il faudrait que je m'en mette, parce que je pense que la crypto, contrairement à ce que j'en pense, c'est l'investissement buy and hold par excellence, tu vois. Genre il y a plein de volatilité, et donc justement je pense qu'il faut jouer long terme. Ouais. Moi je l'ai vu, tu vois, sur moi, je fais des tout petits montants, mais tu vois, je fais 100 euros d'Ether et 100 euros de Bitcoin toutes les semaines. C'était le jeudi avant, c'est passé le dimanche, je crois, maintenant, mais j'ai changé parce que ça s'était coupé. Et en fait, c'est automatique. Je m'assois dessus, mais en fait, tu dis 100 balles par semaine. Selon les portefeuilles, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Ouais. Mais en fait, tu te retrouves, quand c'est descendu de 55 il y a 2 ans à 17, j'ai acheté 17, et puis ça faisait 100 balles. Bon, tu te dis, voilà, t'es un peu dégoûté. Il y a un moment, t'as envie d'arrêter. C'est là où il faut être très très fort. Parce que tu te dis, waouh, c'est en train de partir à la casse. En revanche, quand t'achètes à 17, c'est que ça remonte à 100. T'es content. Là, tes 100 balles, ils se transforment en presque 550, 600 par semaine. Ouais. x2, parce qu'en plus, l'Ether, c'était pas monté autant, mais voilà. Là, tu passes de 200 balles par semaine à 1200, 1300 d'économie. Ça peut quand même changer ta vie, quoi. Et si ça passe à 200, 300, enfin, dans 5 ans, dans 10 ans, là, tu pars dans l'espace. Non, mais t'as raison. Il faut que je mette une petite composante crypto. En fait... Et c'est pareil, pardon. La base, j'aurais dû commencer par ça, mais il n'y a pas de bon investissement, whatever, tu vois. Il y a des bons investissements pour une maturité. Et donc, en fait, ce que tu dois commencer par faire quand tu veux te construire un patrimoine, quand tu veux investir, c'est voir ton argent comme une fusée. Et donc, le premier étage de ta fusée, c'est j'ai des liquidités, j'ai de l'argent dont j'ai besoin peut-être dans les 2 prochaines années. Tu vois, je suis entrepreneur, j'ai pas forcément des revenus, je vais avoir besoin de liquidité dans les 2 prochaines années.
quel est le meilleur placement pour de l'argent liquide, donc que je peux récupérer, que je peux revendre sans trop de frais dans les 2 prochaines années et qui va quand même rémunérer un peu, ce qu'on appelle le monétaire, tu vois. Ensuite, quel est le meilleur placement à 5 ans, à 7 ans, tu vois. Et quel est le meilleur placement en ultra risqué à 10-15 ans, et c'est là peut-être que les cryptos interviennent, ou le private equity, ou tu vois, des sociétés non cotées, tout ça. Sachant que je rappelle que sur la base de la base, il y a quand même des banques, notamment des néobanques et mes amis de Sumeria qui me payent pas pour dire ça, mais je sais pas s'il y en a beaucoup de Français qui font ça, mais qui rémunèrent ton compte courant. Maintenant. Genre, je me semble qu'on peut être à 2% ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Les néobanques le font. Ils rémunèrent ton compte courant au taux interbancaire, ce qu'on appelle overnight, tu vois, c'est-à-dire le taux pour être laissé du jour sur le lendemain. Et c'est complètement liquide, tu vois. Donc je veux dire, rien que ça, il y a un moment où il faut regarder où votre argent dort, parce que si tu as quelques dizaines de milliers d'euros, voilà, tes 2% à la fin du mois, ils te payent un beau resto, quoi. En fait, c'est le problème des banques, tu vois, et on leur en veut pas, c'est comme ça, elles ont subi ça, mais elles n'ont pas été challengées pendant très longtemps. Et en fait, quand t'es pas challengé, c'est comme quand t'es entrepreneur et que t'es sur un business qui marche hyper bien, tu vois, bah petit à petit, tu vas avoir des gars dans tes équipes qui servent à rien, tu vas avoir un petit bout de gras par-ci, par-là, et tout ça, tu vois. Donc, le problème des banques, c'est qu'il y a un peu du gras un peu partout. Et donc, c'est pas du tout optimisé. Donc, en fait, ce truc-là, de l'argent en fait, qui est placé au taux interbancaire, bah, elle le redistribuait pas aux clients. C'était pour payer tous les dysfonctionnements un peu de la banque. Tu vois. Donc, quand tu as des néobanques qui arrivent, qui sont hyper sharp, tu vois, dans leur fonctionnement, bah voilà, elles mettent un peu un coup de pied dans la fourmilière. Et tu me diras, le fait qu'il y ait un peu du gras dans les banques, c'est pas le problème du client final. Tu vois. Donc, le client final le subit un peu, tu vois. Donc, et c'est la même chose que tu vois que ce qui s'est passé avec les opérateurs téléphoniques, tu vois, quand Xavier Niel arrive et dit attends non les gars, le forfait en fait c'est pas 40 balles par mois, c'est 15 balles par mois, tu vois, donc c'est un peu la même chose. Tout à fait. Et c'est après pour rendre quelque chose, c'est que dans plein d'endroits, tu vois, je peux penser au Crédit Agricole, mais enfin tout en vrai, mais t'as certains endroits où en fait pour des gens qui sont pas du tout avertis, alertes de ce qu'on fait comme travail de promotion des finances perso, tu vois, dans des podcasts comme le Martingale, ils ont quand même besoin d'être conseillés, accompagnés, etc., par des gens qui coûtent cher. Alors que nous, on fait tout seul, entre guillemets, donc ça nous rend ouf, ces fees. Et si je dois aller plus loin, moi, j'ai eu besoin, ou dans ma vie d'entrepreneur aussi, par moment, d'emprunter, de faire des opérations complexes sur lesquelles des partenaires bancaires me donnaient des crédits, notamment, et puis des conseils qui peuvent changer tu vois, notamment des structurations immobilières, etc. Quelqu'un qui m'a proposé de faire un crédit bail. Honnêtement, ce crédit bail, mais c'était la meilleure idée, tu vois. Quand un banquier te propose des choses comme ça, crédit bail, tu vois ce que c'est, hein, crédit bail immobilier, au lieu d'emprunter pour acheter ce bureau là où on est, je l'ai pas acheté, c'est la banque qui l'a acheté. C'est comme un leasing d'une voiture. C'est comme un leasing, ce que j'allais dire. Donc elle me demande quasiment pas d'apport, beaucoup moins que sur un emprunt. Elle est propriétaire, donc elle est sûre elle se dit les murs, machin. Et à la fin, j'ai une option d'achat. Donc je paye finalement mon apport à la fin. Et sur un bureau comme ça, qui est quand même un beau bureau, bah en fait, au lieu de sortir 500 000 balles au début, je sors 500 000 balles à la fin. Sur un truc, je vais te dire, je vais les sortir sans problème. Et donc, c'est vraiment fou. Parce que ça, quand on te dit ça, je suis à... J'ai plus 1% de pareil. Toi, tu étais à 0,75, c'était une époque, mais à 1%. Donc, tu le prends, mais sans réfléchir. Et donc, c'est vrai que voilà, je défends une fois de temps en temps aussi les banques sur qui j'aime bien taper, parce qu'en effet, je pense qu'il y a des besoins, mais quand elles font et qu'elles comprennent, qu'elles font bien, enfin, qu'elles accomplissent leur travail, c'est pourquoi on a besoin d'elles, quoi. Ouais, complètement. Non, mais complètement, t'as raison de le repréciser. Tu vois, il y a des trucs qui sont sains. Tu vois, moi, c'est pareil sur mes boîtes, je suis accompagné, tu vois, donc aujourd'hui j'ai ma holding qui est tout en haut, j'ai ma boîte de représentation personnelle qui est une SARL dans laquelle je me paye des salaires mais qui du coup sont optimisés où je paye pas trop de charges, j'ai une SAS sur la Paris Creator Week où on se paye en dividendes, donc tu vois, tout ce schéma-là, les dividendes je les fais remonter sur une holding et donc je paye pas de flat tax dessus, donc voilà, tous ces montages fiscaux et tout, j'ai été accompagné aussi, donc voilà, je balaye pas tout d'un revers de main, tu vois, il y a des trucs qui sont sains, qui sont bien, il y a une expertise, tu vois, dont on est content de bénéficier, mais cette expertise, actuellement, je pense qu'elle est vendue trop cher. Et puis leur outillage techno est souvent trop pourri aussi. Ça c'est un des gros problèmes qu'ils ont. Les banques ont une technologie pourrie, tu vois. Moi, tout le temps, on me demande, ah putain, mais l'IA, ça va remplacer les gars en salle de marché.
vous savez pas où on en est en salle de marché. Moi, je faisais des prix sur Excel, tu vois, genre ils ont un outillage techno qui est pourrave et qui met du temps en fait à se changer, quoi. Et là, tu parles du back-office, mais sur le front, pour tous ceux qui n'ont pas essayé vraiment les néobanques en pro ou en perso, je veux dire, juste essayer. Moi, je le dis à tout le monde et tout le monde me remercie après. C'est fou, en fait. Ouais. Ça te change la vie au quotidien. Donc, allez-y. On te suit sur LinkedIn, toi. Ouais. Principalement. Donc, Marc Le Sage Moretti, je mettrai le lien. C'est Jocaris. Jocaris, ok. LinkedIn, YouTube, Instagram, surtout. Ok, Jocaris, J-O-K-A-R-I-Z. C'est ça. On a annoté, et suivez aussi la Paris Creators Week, si l'univers, parce qu'on en a parlé au début, mais des créateurs de contenu vous intéressent. Et voilà, on pourra faire des early birds. T'as des tickets pas encore, c'est pas à vendre là. On va ouvrir la billetterie dans quelques semaines. Ok, abonnez-vous à ma newsletter sur Génération Do It Yourself et puis je le pousserai en early birds et puis sur la Martingale aussi évidemment. On suit donc ta chaîne YouTube aussi. Tu me parlais d'une asso dans laquelle t'es impliqué pas mal aussi. Ouais, moi, en 2 mots, tu vois, je pense que les gens ont compris. Moi, je viens d'un milieu méga privilégié, tu vois. J'ai fait mes études dans le 16 à Franklin, lycée jésuite et tout ça, tu vois. Puis la prépa dans le 16 aussi, bon, c'est parce que c'est là que j'ai été pris. Puis le SCP, donc une école de commerce à Paris. Et en fait, pendant tout ce système-là, on te fait croire que tu mérites un peu ta réussite, tu vois. Et en fait, en arrivant dans les banques, dans les métiers un peu prestigieux, où je me rends compte qu'il n'y a que des gens comme moi, j'ai compris un truc, tu vois. Et en fait, il y a plein d'études qui le montrent, c'est que on a un gros problème en France qui est un problème de reproduction sociale. Tu vois, t'as une étude qui a été faite par l'OCDE en 2019 qui dit sur les 48 pays de l'OCDE, la France est 47e en termes de mobilité sociale. Comment ils comptent ça ? Ils comptent combien de générations il te faut pour sortir de la pauvreté. En France, on met 6 générations. 6 générations, c'est-à-dire 180 ans. En Espagne, c'est 4, au Danemark, c'est 2, tu vois. Et la pauvreté, pardon, c'est quoi ? C'est quand t'as moins de 60% du revenu médian, tu vois, même si c'est plus complexe que ça, mais voilà, la définition monétaire, c'est ça. Et donc, ouais, je me dis, il y a un problème là-dessus, et moi, j'en ai énormément bénéficié de ce problème, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai monté ma chaîne YouTube qui s'appelle Talk Show Métier de Rêve, c'est je voulais rendre les métiers prestigieux accessibles à ceux qui peuvent pas se payer des top écoles, tu vois, et j'aide aussi donc une association qui s'appelle Break Poverty, qui en fait, ce que j'aime bien avec Break Poverty, c'est qu'ils s'occupent du problème à la base, tu vois. C'est-à-dire que les politiques en ont pas grand-chose à foutre de ce problème-là. Les politiques, ils soignent le problème. C'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent aux retraités et aux chômeurs, tu vois, principalement, ça leur achète des voix. Le problème, ça qui est fou, c'est que le problème, en fait, il se fait entre 0 et 3 ans. Tu vois, t'as des enfants dont on peut pas changer les couches régulièrement. Le fait qu'on change pas les couches de l'enfant, il a des traumatismes psychiques et mentaux qui fait qu'il sera en décrochage scolaire quelques années après et tu peux écrire ce qui va lui arriver. Enfin, son avenir, il est déjà joué à 3 ans, il est déjà joué même quand il naît, que la mère, tu vois, avait des carences alimentaires, tout ça. Donc voilà, écoute, moi, je suis assez engagé là-dessus. C'est une cause qui s'appelle... je suis engagé contre le déterminisme social et j'essaye donc... je suis ambassadeur de cette association, Break Poverty, qui fait des études de très bonne qualité. Qui est française ? Ouais, c'est Break Poverty Foundation, ouais. Ils ont un nom anglais, mais la DG est française, ouais. Ok, extra. Moi, je trouve ça vraiment top. Tu connais les budgets ? Combien ? C'est 3 millions. Tu vois, le budget annuel, donc c'est pas énorme, c'est une petite asso. Ils ont 20% de frais de fonctionnement, parce que les gens sont un peu surpris, mais tu vois, c'est des vraies personnes c'est pas des bénévoles qui bossent en asso, qui passent leur journée là-dessus. Donc voilà, ils ont 20% de frais de fonctionnement pour payer leurs locaux, leurs équipes, tout ça. Et donc on peut faire des dons, comment on peut les aider ? C'est ça. Bon, je pense aller sur leur site Break Poverty, parce qu'encore une fois, la force de cette asso, je trouve, c'est qu'ils font des études très très qualitatives pour expliquer le problème. Et ensuite, ils ont 3 champs d'action. Les enfants de 0 à 3 ans. Tu vois, par exemple des distributions de couches, tu vois, ce sont des familles monoparentales, souvent des mères, le père s'est barré, tu vois, et qui doivent gérer l'éducation de leur enfant. Les enfants en situation de décrochage scolaire entre 3 et 17, et ensuite l'insertion professionnelle des jeunes, tu vois. Donc voilà, ça c'est leurs 3 champs d'action, et effectivement ils ont besoin de dons, c'est une petite asso, donc votre don fera vraiment la différence. Bon, allez-y, allez regarder, venez de la part de Marc et de moi pour leur montrer que on peut avoir de l'impact. C'est vrai que, tu vois, parfois je me plais à me dire qu'en proposant des contenus gratuits, comme tu le fais, comme je le fais, on propose de l'accès à vraiment, sur Génération Do It Yourself, sur la Martingale, à du savoir pour tout le monde. Mais ça, c'est une forme de complaisance. Plus j'avance, plus je me dis que c'est pas si vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, c'est gratuit, tout le monde peut y aller. Mais il y a une barrière, je m'en rends compte, parce que j'essaye, tu vois, de convaincre quand je suis dans un taxi ou quand je suis dans
alors, ça arrive, parfois ça fonctionne. Hein, je le vois parce qu'il y a des gens qui me disent, quand je leur donne le bon épisode de Génération It Yourself, faut que j'arrive à voir que ça va leur plaire. Ouais. Ils se disent, ah oui, c'est entendable, c'est compréhensible, je peux y arriver. Finalement, ils vont dans les autres. Et je le vois, tu vois, avec ma mère qui est infirmière. Je pourrais te dire, elle n'était pas destinée à écouter tous ces trucs. J'essaie de toujours, comme on l'a fait tout à l'heure, même si c'était technique, de redescendre le truc tout le temps, etc. Mais pour faire en sorte que tout le monde comprenne et que ce soit accessible. Mais il faut quand même tirer fort la main des gens. Ouais. Et en fait, c'est pas naturel. Et le naturel, c'est plutôt qu'ils vont aller sur des contenus beaucoup plus putaclic, beaucoup plus... voilà. Et c'est pas simple, moi, je trouve, de... Ouais, non, mais t'as raison. Moi, j'essaie de bosser là-dessus, comme tu as dit. Hein, j'ai un langage très jargonnant, tu vois, qui est propre de la banque et tout ça. Et donc, j'essaye sur mes vidéos YouTube de mettre des pop-up, des encadrés, d'expliquer c'est quoi le conseil en stratégie. Je suis tout en train de me tirer une balle à moi qu'à toi. Pardon, mais c'était pas l'idée. Mais t'as raison, tu vois. Il faut rendre le truc accessible à tous. Et c'est vrai que moi, je pense que j'aide le top 20% à accéder au top 1%. Donc, j'aide vraiment le bout de la chaîne, mais je fais rien vraiment pour l'autre bout, vraiment des gens qui sont en situation de pauvreté. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint cette association. Ouais. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus, quoi. Je trouve ça très cool. Bravo, ça me plaît beaucoup. Merci, Marc. On te suit. J'avais d'autres. Si j'ai une question pour toi, une question. Ta martingale à toi, ton petit péché mignon d'investissement. Au-delà des. Il n'y a pas un petit truc, je sais pas. Il y en a, ça va être des montres. Il y en a, ça va être des voitures. Il y en a, ça va être. C'est pas forcément des objets. Hein. Un petit endroit, tu m'as dit que tu fais pas de crypto, mais une action, un petit truc qui te fait kiffer, dans lequel t'es pas sûr, mais ça te fait kiffer, tu vois. Où ça a bien marché. Pas trop mon truc. Hein. C'est vrai que l'investissement, c'est pas trop mon truc. J'avoue. Je suis vraiment en mode donc c'est la créateur économie. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, quoi. Mais c'est la création de contenu. La créateur économie, c'est ça. En fait, je pense que je suis très indexé. En fait, quand j'ai une idée sur un truc, j'y vais vraiment all-in, tu vois. Et donc, la créateur économie, je suis convaincu que le truc va exploser. Donc, je suis vraiment all-in dessus. Voilà, donc c'est ça mon investissement. Et je pense que je me porterai bien si ça fonctionne comme je pense que ça va fonctionner, quoi. Très bien. Écoutez, voilà, un de plus, qui vient en plus de l'univers de la finance, qui dit ça ici, sur la martingale. Et voilà, ne sous-estimez pas tout ça. Merci, Marc, on te suit un peu partout. On mettra les liens. C'était passionnant, très didactique et puis très inspirant. Donc, un grand merci. Et puis d'être venu aussi au Débeauté parce qu'on a eu un petit problème d'agenda en last minute et Marc est venu. Trop sympa. Merci beaucoup pour l'invitation, Mathieu. C'était cool. Puis voilà, suivez-le partout. Écrivez-lui des messages pour le remercier. Et puis, je vous embrasse. Et puis, Break Poverty, on retient. Moi, je retiens en tout cas. On va voir ce qu'on peut faire ensemble. Top. Allez, bisous.